Que s'était-il passé avant que la guerre entre l'Iran et Israël n'éclate? L'un des principaux enjeux, selon des personnes issues des médias alternatifs aux États-Unis, est qu'elles pensent que l'Iran était d'une certaine manière trop hésitant à se rapprocher de la Russie et de la Chine. Au lieu de cela, il cherchait une voie vers les États-Unis, à se rapprocher des États-Unis et de l'Occident. Alors, que se passait-il avant la guerre entre l'Iran et Israël? Merci beaucoup. En parlant de ce qui s'est passé le 13 juin, nous devons examiner les événements qui ont précédé l'attaque. Vous savez que le président Trump est arrivé au pouvoir avec ce slogan ou cette doctrine de la paix par la force, qui, par la suite, s'est révélé être une couverture pour autre chose, quelque chose de plus vaste en termes de stratégie que la Maison-Blanche voulait mettre en œuvre, non seulement dans notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. En réalité, il s'agissait d'une hégémonie par l'usage de la force. Ainsi, la paix servait de couverture à l'hégémonie, et la force servait de couverture à l'usage de la force. Et c'est précisément ce qui se passait pendant et après la guerre de Gaza. Tandis que le régime israélien tentait de faire de même, d'imposer sa volonté non seulement aux Gazaouis et aux Palestiniens, mais aussi à d'autres pays. Nous étions en pleine négociation, en pleine diplomatie, lorsque les Israéliens et les Américains ont commencé à attaquer l'Iran. Laissez-moi vous dire une chose. Quelques heures seulement avant le début de l'agression, nous étions à Oslo, en Norvège. J'y étais avec le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères et quelques autres ministres des Affaires étrangères également présents à Oslo. Nous discutions de la manière dont nous pourrions avancer et établir l'ordre du jour en vue d'une percée entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire. Nous en étions arrivés au point de décider s'il fallait inviter M. Witkoff à venir à Oslo ou fixer une date pour le dimanche 15 juin à Oman. Il y a eu des échanges, vous savez, un va-et-vient de messages entre le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et M. Witkoff, ainsi qu'entre le ministre iranien des Affaires étrangères, le ministre omanais des Affaires étrangères, le Premier ministre de Norvège et d'autres participants au forum d'Oslo. Et je parle de seulement quelques heures avant le début de l'agression. Nous avons alors convenu de nous rencontrer dimanche. Nous avons quitté Oslo et sommes arrivés à Téhéran à minuit. Je suis arrivé à mon appartement vers 1h du matin. Ma femme m'a réveillé vers 3h et m'a dit qu'il se passait quelque chose. Je me suis précipité à la fenêtre et j'ai vu que les Israéliens avaient lancé cette agression. C'était une opération d'assassinat très délicate et coordonnée, menée par les Israéliens et les Américains. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque hautement coordonnée, car on ne peut pas simplement commencer à assassiner nos commandants hors service ou les commandants hors service d'un autre pays en pleine nuit à 1500 km de sa propre frontière ou de son propre territoire. Et ensuite, vous appelez cela une opération sortie de nulle part. Il faut au moins plusieurs mois de planification préalable. Et maintenant, nous avons toutes les preuves que la CIA et le Mossad travaillaient ensemble, dans la collecte de données, dans la planification et aussi dans l'opération d'assassinat de nos commandants hors service. Vous devez savoir qu'ils ont visé notre commandant en pleine nuit alors que leurs familles et leurs voisins étaient présents. L'agression a donc commencé avec cette opération d'assassinat et s'est poursuivie au cours des jours suivants avec cette illusion et cette méprise que partageaient la Maison-Blanche et Tel Aviv. Celle selon laquelle l'Iran était au bord de l'effondrement, que l'Iran était si faible qu'il ne pouvait pas répondre de manière efficace ou efficiente. En assassinant nos commandants hors service,
ils pensaient que l'armée iranienne s'effondrerait. Il y avait tant de faux arguments et d'illusions. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire maintenant, quand vous êtes à Téhéran, quand vous êtes en Iran, en vous promenant et en voyant ce qui se passe ici, que beaucoup de ces faux arguments se sont évaporés. Parce que la guerre de 12 jours, ces 12 jours d'agression, ont été comme un laboratoire, un test de nombreuses affirmations avancées par les Américains et les Israéliens. Et il est maintenant évident que la plupart d'entre elles n'étaient que des illusions et de faux arguments. Mais quelle était la nature des dernières négociations avec la Maison-Blanche? Parce que beaucoup de gens diraient, je me souviens que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, même avant l'élection, si l'on suivait ses interviews, il parlait de se rapprocher de l'Iran et de la Russie. Il se demandait, pourquoi devons-nous en faire nos ennemis? Il disait, isoler ces pays nuirait énormément à la puissance du dollar. Mais ce n'était plus le cas une fois qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis. Alors, quelle était la nature des négociations dans ces derniers instants avant l'attaque? Je vous ai dit que j'avais été très franc et direct en expliquant ce qui se passait. Bien sûr, nous avions entre les mains des questions très importantes qui restaient non résolues, notamment la politique de non-enrichissement des États-Unis, qui ne pouvait jamais être acceptée par l'équipe de négociation iranienne. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, et a commencé avec ses positions de négociation inacceptables, soit le bombardement, soit la soumission. Notre réponse a été très audacieuse. Il a commencé avec une position de négociation inacceptable, et nous avons également commencé avec un non très ferme. Nous avons dit, nous n'allons pas vous parler, parce que nous ne sommes pas un pays ni une nation de soumission. Nous ne sommes pas une nation qui accepte des ordres de qui que ce soit, y compris des États-Unis. Et c'est cela, l'histoire de l'Iran. L'Iran est la plus ancienne civilisation vivante et continue sur Terre. Permettez-moi de le répéter pour vous et pour votre public. L'Iran est la plus ancienne civilisation vivante et continue sur Terre. Et cette civilisation ne peut pas être soumise à ce genre d'intimidation. Quoi qu'il en soit, lorsque le président Trump a modifié sa position en nous envoyant une lettre et en suggérant que nous pourrions entamer des négociations, nous avons également ajusté notre position de négociation. Nous avons accepté de nous rencontrer indirectement à Oman et nous avons commencé avec une totale honnêteté. Nous étions très bien préparés pour ce type de négociation visant à résoudre l'une des questions les plus complexes, la question nucléaire. Pour nous, c'était en réalité assez simple. Nous ne voulions pas de bombes. Nous n'avons jamais voulu de bombes. Donc pour nous, c'était un cas facile à négocier sur la base de zéro bombe. Pour l'autre camp, cependant, ce n'était pas facile. Plus tard, nous avons remarqué qu'ils n'étaient pas honnêtes dans leur volonté de fournir des garanties objectives suffisantes prouvant leur engagement en faveur de la levée des sanctions. La raison pour laquelle l'Iran s'y intéressait tant, c'était à cause des sanctions illégales, illégitimes et extraterritoriales imposées par les États-Unis. Mais revenons à votre question. Pour nous, la négociation signifie donner et recevoir. Pour le président Trump et son équipe, ce n'était pas du donner et du recevoir. C'était une sorte de dictat. C'était à prendre ou à laisser. Cela ne peut pas fonctionner dans une négociation. Il faut du compromis, il faut du donner et du recevoir. Et c'était là le problème. Ce n'était pas une véritable négociation. Comme il n'y avait pas de véritable négociation en cours et qu'il n'y en a toujours pas, toute perspective de discussion authentique reste dans l'impasse. Parce que l'autre camp n'est pas prêt à accepter nos droits, pas prêt à aucun compromis, pas prêt à une véritable négociation. Et par véritable, j'entends un réel échange,
un compromis simple et rationnel. C'est pourquoi la négociation qui a eu lieu, eh bien, il y a actuellement en Iran des gens qui soutiennent, et on peut entendre le débat, qui nous ont trompés, que tout le geste de négociation, entre guillemets, était une sorte de conspiration. Ils voulaient conspirer à travers ce théâtre de la négociation. Pour eux, ce n'était pas une vraie négociation, car ils prévoyaient autre chose. Et nous devons reconnaître que ce débat a une certaine légitimité, car plus tard, le président Trump lui-même a admis qu'il faisait partie de cette opération. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut encore vérifier si l'autre camp est réellement engagé dans une véritable négociation. Mais vous pensez que, depuis le début des négociations, ils inventaient quelque chose pour vous attaquer? Oui, pour nous mettre dans une position de confort, dans un état de calme, afin de nous préparer à la guerre. Parce que Armstrong lui-même a dit que nous nous préparions à ce moment depuis 22 ans. Oui. Ce que je peux dire et ce que je peux vous affirmer avec une certitude absolue, c'est que l'agression a été très clairement coordonnée. Il s'agissait d'une opération d'assassinat extrêmement délicate. Il faut au moins plusieurs mois de préparation préalable. On ne peut pas faire cela du jour au lendemain, à 1500 km de son propre territoire, en arrivant pour assassiner des personnes, des figures d'autres pays. Donc, ce que je peux dire, c'est que, pour nous, tout d'abord, il n'y avait pas de véritable négociation en cours. Alors que nous étions pleinement engagés dans une négociation réelle, axée sur les résultats, l'autre partie se contentait d'une sorte de dictat. Deuxièmement, nous avons désormais toutes les preuves que la CIA, le Mossad et de nombreux responsables entretenaient une relation à plusieurs niveaux qui se déroulait très clairement entre les Israéliens et les Américains. Et troisièmement, je peux vous dire qu'il n'y a toujours aucun signe montrant que l'autre partie soit prête à s'engager dans une négociation véritablement axée sur les résultats. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à ce que l'autre partie revienne à la diplomatie. Beaucoup de gens en Occident pensent, du moins d'après ce que j'entends lorsque je parle avec plusieurs anciens analystes de la CIA, qu'il s'agissait d'un échec total du contre-espionnage de la part des Iraniens. Mais si l'on regarde la situation au même moment, la même chose est arrivée à la Russie. Une opération similaire sur le plan nucléaire, vous savez, des bombardiers en Russie, qui avait été planifiée par les Ukrainiens et soutenue par le MI6. Alors je me demande, comment voyez-vous le lien entre les deux? On peut observer de nombreuses similitudes. Avez-vous une idée de ce qui se passe? Tout d'abord, puis-je remettre en question cette idée selon laquelle il s'agirait d'un échec total du contre-terrorisme ou du contre-espionnage du côté iranien? Laissez-moi vous dire une chose. Oui, c'était notre 11 septembre. Ce qui s'est passé le 13 juin a été notre 11 septembre, tout comme les États-Unis ont eu le leur le 11 septembre. Les meilleurs assassins du monde, appelons-les le régime israélien. Je ne vais pas contester cette étiquette pour eux, car ils sont nés pour être des assassins. Ont lancé cette opération pour assassiner nos plus hauts généraux. D'accord, ils ont réussi à mener à bien ces assassinats, mais ils n'ont pu le faire que parce que l'appareil de renseignement iranien est resté en grande partie intact. Ils ont essayé d'attaquer le ministre du renseignement iranien, mais ils ont échoué, lamentablement. Ils n'ont même pas réussi à viser d'autres parties du renseignement iranien. Et cela a montré à quel point ils étaient réellement vulnérables, car nous avons commencé à riposter et à rétablir l'équilibre face à l'agresseur. Vous savez, l'Iran ne possède aucun satellite militaire, donc recueillir des informations très précises et délicates sur les Israéliens n'est pas facile. Les Israéliens font cela depuis de nombreuses années, en manipulant et en sabotant les données recueillies par des satellites commerciaux.
Ainsi, par exemple, si les coordonnées GPS d'un site sur un satellite commercial l'indiquent à un certain endroit, l'emplacement physique réel de ce bâtiment ou centre peut se trouver ailleurs. Nous l'avons remarqué pendant True Promise 1 et True Promise 2. Cela soulève donc une question très importante. Comment l'Iran a-t-il pu non seulement cibler, mais aussi cibler efficacement, démolir et détruire de nombreux quartiers généraux clés du renseignement et de l'armée dans la Palestine occupée et au sein du régime israélien? Désormais, jour après jour, ils l'admettent. La réponse réside en réalité dans le fait que l'Iran a profondément pénétré le territoire occupé et a accès à des informations qu'il ne pouvait même pas. Vous voulez dire Israël? Oui. Vous voulez dire Israël, mais pouvez-vous nous préciser cela? Oui, oui. Quand je dis Palestine occupée, je parle du territoire qu'ils appellent Israël. Mais quoi qu'il en soit, cela montre à quel point non seulement l'appareil militaire et sécuritaire de l'Iran a su résister et rétablir l'équilibre, mais aussi à quel point il a été capable de s'infiltrer, de collecter des données et de mener des opérations très réussies à l'intérieur. Il faut rappeler à votre auditoire que le 3e jour de l'agression, le président Trump a tweeté 2 mots, « reddition inconditionnelle ». Et « reddition inconditionnelle » sont les mêmes mots que les Américains ont utilisés lorsqu'ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Le 12e jour, à 2 heures du matin, en pleine nuit, nous avons reçu une demande de cessez-le-feu inconditionnel. Ainsi, le passage de la reddition inconditionnelle au cessez-le-feu inconditionnel est le parcours d'une nation très fière, l'Iran, qui se défend avec succès, non seulement en protégeant le pays, mais aussi en repoussant l'ennemi et en faisant peser beaucoup de douleur et de fardeau sur les épaules des agresseurs. C'est un point que je tenais vraiment à clarifier pour vous et votre public. Maintenant, parlons de cette attaque sans précédent contre les installations nucléaires iraniennes placées sous garantie. C'était une première dans l'histoire. C'était la première fois que les Américains et les Israéliens, avec la carte blanche reçue de certains membres de l'OTAN, attaquaient des installations nucléaires pacifiques d'un autre pays, placées sous la supervision de l'ONU. Et c'est une violation très grave du droit international. Non seulement parce qu'ils ont attaqué des sites sous garantie, mais aussi en raison des nombreux risques liés à une telle attaque, contamination, radiation, catastrophes humaines, et ainsi de suite. Et si l'Iran n'avait pas prévu et mis en œuvre avec succès de nombreuses opérations de protection avancées, nous aurions fini par connaître une sorte de catastrophe dans ces installations. L'histoire ne pardonnerait jamais, au grand jamais, ce qui s'est passé le 13 juin, lorsque les Israéliens et les Américains ont attaqué des installations nucléaires pacifiques placées sous la sauvegarde de l'ONU. Et c'est une réalité très amère. L'AIEA, en tant que seul organisme technique chargé de protéger de telles installations, a même échoué à condamner cette attaque. Vous le savez, les Américains et les Israéliens n'ont attaqué aucun programme ni aucun site qu'ils avaient déclaré clandestin ou caché. Partout où ils ont frappé, ils ont fièrement affirmé que le site était sous sauvegarde. Mais ils ont attaqué quand même. Et cela est sans précédent en droit international et sans précédent dans l'histoire des relations internationales. Et c'est là qu'apparaît la grande différence entre ce qui s'est passé en Iran et de nombreux incidents précédents. Par exemple, en 1981, lorsque les Israéliens ont attaqué un bâtiment vide en Irak. Ce bâtiment devait plus tard être utilisé comme installation nucléaire, mais au moment de l'attaque, il était vide. Il est très intéressant de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité l'attaque israélienne contre ce bâtiment vide. Cette fois, ils ont attaqué de nombreuses installations pacifiques placées sous garantie, et l'AIEA n'a même pas réussi à les condamner verbalement. Et c'est quelque chose que le droit international n'oubliera jamais et que les Iraniens n'oublieront jamais.
C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il ne devrait y avoir aucune impunité pour ceux qui ont déclenché l'agression contre l'Iran et contre nos installations placées sous garantie.